Démythifier l'espion pour le rendre plus humain et plus vulnérable. Salut à tous. Alors aujourd'hui, je poursuis ma rétrospective Mission Impossible en vous parlant de Mission Impossible 3, réalisée par J.J. Abrams, sorti en 2006, avec toujours au casting Tom Cruise, Vin Rames, et parmi les nouveaux, donc Michelle Monaghan, Philip Seymour Hoffman, Kerry Russell, Lawrence Fishburne, Simon Pegg, Jonathan Rhys-Meyers ou encore Billy Crudup. Alors le résumé en quelques mots, donc Ethan Hunt a choisi de démissionner de l'IMF pour mieux se consacrer à sa future épouse Julia, mais lorsque l'une de ses anciennes élèves, Lindsay, tombe entre les mains d'un dangereux trafiquant d'armes du nom de Owen Davian, Ethan décide de la secourir en compagnie de son vieux complice Luther Stickle et également d'une toute nouvelle équipe. Alors qu'est-ce que je pense de ce troisième opus? Eh bien je l'aime bien, voilà. Alors je vais commencer donc par la mise en scène. Alors d'entrée de jeu, donc le film commence par une séquence très forte. On y voit Ethan, donc Tom Cruise en très mauvaise posture, le visage tuméfié, tout sale, attaché à une chaise, et devant lui son épouse donc Julia. Ils viennent de se marier, elle-même ligotée, bâillonnée et mise en joue par Devian, donc joué par l'excellentissime Philip Seymour Hoffman, qui menace de la tuer, sauf si Ethan lui révèle où se trouve la patte de lapin. Alors déjà, rien qu'avec cette séquence d'ouverture, donc on reconnaît déjà la patte de J.J. Abrams, dont c'est le premier film, et oui, il faut quand même le dire, J.J. Abrams, vous le savez peut-être, qui est un homme de série à la base, hein, on lui doit notamment, entre autres, Alias ou Lost, ou encore Fringe, et donc mais cela se voit dans la manière de commencer son film. Hein. Donc en gros, voilà, on a cette séquence comme ça, on est plongé, on ne sait pas ce qui se passe ni où on est, et par la suite, Abrams va remonter dans le temps en quelque sorte pour nous montrer comment ces différents personnages en sont arrivés là, ce qui lui permet de jouer la carte de la psychologie et également de l'action. Psychologie qui se traduit par l'un de ses plans signatures, comme j'appelle ça, donc Abrams qui aime beaucoup utiliser les panoramiques horizontaux, donc c'est-à-dire la caméra qui va passer dans un même plan d'un personnage à l'autre ou d'un regard à l'autre pour illustrer les relations qu'entretiennent ces mêmes personnages, que ce soit des relations amicales, des relations mari-femme, des relations patron-collègue, voilà, ce genre de choses, voilà. Et, euh, et à côté de ça, donc, ça permet aussi ce genre de séquence d'intro de faire ressortir donc l'action. Et alors à ce niveau-là, on a la fameuse séquence du pont qui est, à mon sens, très bien découpée. Où on voit donc, voilà, Tom Cruise, Ethan, hein, mais c'est pareil, qui vient fraîchement de kidnapper Davian, donc Philip Seymour Hoffman. Et puis on va voir la voiture qu'il conduit en train d'exploser par derrière, et puis par la suite un camion qui va arriver, des hommes qui vont en sortir, voilà, qui vont mitrailler, faire exploser tout ce qu'il y a autour d'eux pour récupérer Devian. Donc on devine que ces hommes travaillent pour Devian, et on va voir de son côté Ethan Hunt en train de courir, voilà, et d'abattre quelques hommes de main de Devian, et tout ça donc le temps d'une séquence d'action pure, très bien rythmée, très bien chorégraphiée, où on sent littéralement le poids de l'attaque. Hein. On voit même le temps d'une déflagration Ethan littéralement volé contre une voiture, histoire encore une fois de renforcer le côté vulnérable du personnage. Et voilà, alors ce qui me permet de passer maintenant donc au scénario. Alors vous l'aurez compris, hein, l'objectif d'Abrams, c'est clairement de démythifier la figure du super espion, qui était poussé à son paroxysme dans Mission Impossible 2, au point même d'en devenir littéralement presque un surhomme, pour pas dire super-héros. Et donc c'est pour ça que Abrams n'hésite pas, comme je le disais, à salir Hunt au propre comme au figuré, hein, et pas seulement dans la séquence d'ouverture, également à travers cette séquence d'action où, comme je l'ai dit, on va le voir valser contre une autre voiture, Hunt, on va le voir également se prendre des coups, on va le voir transpirer, on va le voir souffler, on va le voir complètement malmené par Devian qui a toujours une longueur d'avance sur lui. Hein, c'est le début comme ça de ces grands méchants. Et je pense notamment au Joker de The Dark Knight ou Silva de Skyfall. Hein, ces méchants comme ça très malades, très dangereux intellectuellement, qui ont toujours une longueur d'avance sur le héros, qui vont jouer comme ça avec sa psychologie. Voilà.
Et en même temps, Abrams va s'employer à démythifier la figure de l'espion en nous le montrant tout simplement sous son jour le plus vulnérable, parce que directement après la séquence d'introduction, on voit donc Hunt, je le répète, en mauvaise posture. On va voir ce dernier dans sa vie privée, en train de faire la fête chez lui avec Julia et les amis de celle-ci. Une manière de nous montrer que derrière l'espion se cache un monsieur tout le monde, quoi, en quelque sorte. Chose qu'on ignorait totalement de Hunt, bon, mis à part dans le premier, on nous révèle que ses parents sont toujours vivants, qu'il a encore des liens avec eux, mais on ne savait quasiment rien d'autre, encore moins dans le 2, hein, où où dans le 2 c'était littéralement presque un super-héros, donc voilà. Donc le scénario va clairement privilégier ce côté humain qui avait totalement disparu du deuxième opus, en mettant davantage l'action sur la vulnérabilité et aussi les faiblesses, hein, vu que ce qui pousse Ethan à rempiler, c'est également par respect envers autrui, voilà. Et avec également l'esprit d'équipe qui, je vais y revenir après, est également au cœur de ce troisième volet. Et en attendant, ça permet aussi à Abrams de revenir aussi un petit peu à ce qui avait été mis en place par Brian De Palma dans le premier opus, à savoir une approche un petit peu plus Hitchcockienne. Alors, c'est-à-dire que Abrams va utiliser ce qu'on appelle le MacGuffin. Alors, en gros, c'est un concept scénaristique défini par Hitchcock lui-même qui veut qu'un objet, matériel ou immatériel, qui peut être une bague ou un code, servent de prétexte à faire avancer l'action dans le film. Donc en gros, c'est un petit élément qui n'a aucune importance pour le spectateur, mais qui en a énormément pour le personnage et qui va permettre au personnage d'avancer dans le film en quelque sorte. Et ici, c'est quoi le MacGuffin? C'est la patte de lapin. Donc voilà, pendant tout le film, on va se demander c'est quoi la patte de lapin. Hunt lui-même ne sait pas de quoi il s'agit, si ce n'est que c'est ce que recherche à tout prix le fameux Owen Davian, hein, donc le grand méchant du film. Et alors aussi, autre clin d'œil Hitchcockien, hein, c'est le personnage de Devian lui-même, hein, qui est composé de manière glaçante par Philip Seymour Hoffman, hein, qui nous a quittés il y a maintenant un petit peu plus de 10 ans, voilà, qui est vraiment comme ça très froid, très manipulateur, qui a très peu de répliques, hein, on le voit d'ailleurs assez peu hein, dans le film, mais bout à bout, il apparaît peut-être un quart d'heure en tout dans le film, mais c'est face à face avec Tom Cruise, son brillant, quoi, tant il est, tout se lit dans son regard, dans son visage, au moment de sa capture, où il demande à Hunt s'il a une petite amie et qu'il va la faire souffrir, qu'il va le menacer, enfin, on sent qu'on est vraiment, comme je dis, j'irai pas jusqu'à le comparer au Joker ou pas, mais on est déjà clairement dans ce début de méchant comme ça, manipulateur, qui a une longueur d'avance sur le héros. Idée d'ailleurs que reprendra Abrams dans sa suite de Star Trek Into Darkness avec Khan, qui a toujours une longueur d'avance sur Kirk et Spock. Voilà. Donc ici, je le disais, pour moi, Owen Davian, c'est clairement, je vais le dire, le meilleur antagoniste de toute la saga. Et le rapport avec Hitchcock, c'est tout simplement qu'Hitchcock a dit un jour, en parlant de Psycho, plus le méchant est bon, meilleur sera le film. Et ici, c'est le cas. Donc, on va pas se mentir, hein, je vais dire... si le méchant n'était pas aussi brillant, je dis pas que le film ne le serait pas, mais en tout cas, il perdrait peut-être un petit peu plus de sa superbe. Et alors enfin, la grande force de ce troisième opus, je le disais tout à l'heure, c'est de revenir enfin à un esprit d'équipe qui avait totalement disparu du 2, qui était à peine évoqué dans le premier, mais voilà, où tout était centré autour d'Ethan. Ici, on sent qu'Ethan doit faire équipe. Voilà. Il a vraiment besoin de quelqu'un pour sauver son ancien élève, de la même manière que dans les scènes d'intimité avec Julia et ses amis, on sent qu'il a besoin d'être entouré, voilà. Donc ce n'est plus le Ethan super mec que nous avait montré John Woo dans Mission Impossible 2, ici c'est vraiment Ethan le monsieur tout le monde, voilà, et c'est une manière également à Abrams qui, je le répète encore, est un homme de série avant tout, revient tout simplement à l'esprit de la série. Mission Impossible, c'est pas James Bond, c'est pas un super espion qui fait tout lui-même, qui trouve tout lui-même, c'est toute une équipe. Alors oui, ici, bon, mis à part Luther et alors déjà un petit peu Benji, hein, joué
de manière très amusante d'ailleurs par Simon Pegg. Les autres personnages joués par Maggie Q et Jonathan Rhys-Meyers sont un petit peu moins développés, mais ils sont utiles à l'intrigue. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que le principal mérite de ce troisième opus, c'est qu'il va clairement poser les bases pour la suite de la saga, puisque on va retrouver par la suite quelques autres de ces personnages. Je le disais, Benji, un peu le geek entre guillemets de service, joué par Simon Pegg, comic relief aussi un peu. Également Julia aussi, qui sera au cœur des autres opus à venir. Donc vraiment, on sent que ce troisième opus a quand même son importance dans la saga, et qu'en plus de ça, Abrams, même s'il ne réalisera que ce Mission Impossible 3, restera producteur pour les autres. Donc là, on sent que se met véritablement en place une vraie saga, j'ai envie de dire, avec de vrais enjeux, un Ethan Hunt qui cette fois-ci est clairement défini, qui n'a peut-être jamais été plus humain que dans cet opus, et c'est pour cette raison que, sans être mon préféré, j'aime beaucoup ce troisième opus, qui remonte bien, je trouve, à le niveau de la saga après un épisode 2 désastreux, en fait, je veux dire, à mon sens, alors sans aller jusqu'à le comparer au De Palma, mais le De Palma qui reste de toute façon pour moi, je vais dire, intouchable. Ce Mission Impossible 3 pour moi reste très intéressant à la fois de par son méchant, je le disais, Philip Seymour Hoffman, impeccable de charisme, de méchanceté et d'inquiétude étrangeté, je dirais même. Tom Cruise fidèle à lui-même, voilà, qui joue plus la carte du monsieur tout le monde et qui lui permet de casser complètement le cliché, encore une fois, du 2. Donc vraiment, voilà, belle petite réussite que ce Mission Impossible 3, bon divertissement, et alors belle première réalisation de J.J. Abrams, qui ne fait pas partie de mes réalisateurs préférés, mais que je trouve quand même intéressant, qui ne se contente pas, comme certains le disent, de plomber le travail des autres, voilà, même s'il est, c'est un cinéaste très référencé, mais qui a sa touche et son style personnel, que j'ai évoqué un peu à travers cette vidéo. Donc voilà, Mission Impossible 3 pour moi, bel opus de la saga, qui en plus de ça, a le mérite de poser les bases pour la suite. Voilà. C'en est tout pour cette critique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce troisième volet. Est-ce que vous l'aimez bien? Est-ce que vous ne l'aimez pas? Voilà, on en débat toujours calmement, bien évidemment. Quant à nous, on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à très bientôt. Ciao.